Voilà, normalement, vous avez l'écran. Voilà. C'est bon? Tout le monde Pour voit? moi pour moi, c'est bon. Donc c'est bon. Bah, vas-y. Alors le seul point, c'est hop, ah oui, mais je ne peux pas faire passer les slides. Bah non, c'est moi qui l'ai fait passer, Anna. C'est moi qui ai pris la main. OK. Donc, comme je vous disais, l'idée pour nous, c'était, de, vous exprimer un petit peu, cette location meublée, et l'occasion en fait, à l'aune des Jeux olympiques et de cette période estivale qui s'annonce, merveilleusement, sous la pluie. Et surtout au lendemain des déclarations, fiscales puisque, en fait, vous avez été nombreux en fait à poser la question de savoir si c'était le moment ou pas de basculer en location saisonnière. C'est vrai que ce régime, en fait, cette location a connu une popularité croissante ces dernières années du fait de l'évolution des modes de voyage, de courte durée et surtout des attentes des voyageurs. On a connu pour beaucoup l'émergence en fait des plateformes en ligne comme Airbnb ou Booking.com qui permettent en fait à ces voyageurs de partout dans le monde d'accéder finalement à du cœur de ville pour de très courtes durées et avec des prix beaucoup plus compétitifs que certains hôtels qui offrent les mêmes les prestations en tout cas équivalentes. Alors, il faut reconnaître que ce mode de location pour un propriétaire ou même un locataire, vous allez le voir, présente un certain nombre d'avantages. Déjà, l'optimisation des revenus. C'est vrai que généralement, ils offrent en fait une rentabilité des loyers beaucoup plus intéressant que les loyers classiques que l'on peut espérer percevoir sur de la location longue durée. Et puis surtout, il offre une certaine flexibilité aux propriétaires ou aux locataires, qui est celle de choisir les périodes sur lesquelles ils souhaitent louer ou pas. Alors, comme je vous le disais, on est clairement sur une véritable opportunité puisqu'on est à la veille des Jeux olympiques en 2024 sur Paris. Et donc, on peut être amené à se poser la question de savoir si c'est une opportunité à saisir et si on a en fait intérêt à aller vers ce type de location. Alors, la première des choses, d'un point de vue fiscal qu'on doit en fait, être, amené, finalement, à se poser, c'est, quelle est, en réalité, la définition, de, la location meublée. Alors, je ne sais pas Mickaël si, si tu peux, faire Bah, passer bah, ça y les est. slides? Ah, d'accord, OK, puisque Anna, tu je vois je pas les vois pas. slides? Non, moi je les vois pas. Bah, sur l'écran. Hop, Et sur l'écran, hop. Oui, voilà, c'est bon, là je l'ai. Hop, donc désolée, donc comme je vous disais, la première étape en fait, est celle de la définition. Qu'est-ce qu'une location meublée classique? Qu'est-ce qu'une location meublée saisonnière? En fait, on va faire on va pouvoir classer cet immobilier, ce type de location par défaut, puisque en fait, c'est par des lois successives, la loi ELA et la loi Allure, Elan et Allure, que la location meublée en fait a été définie par différence. Il s'agit en fait de la mise à disposition d'une villa, d'un appartement, quel qu'il soit, mais à destination d'une clientèle de passage, donc sur une courte durée, par nuitée, et cette clientèle ne doit pas élire domicile euh, dans cet appartement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, le client qui vient en fait s'installer, il doit louer à la nuitée, à la journée ou à la semaine. Ça peut aller jusqu'au mois, puisque en fait, on va permettre d'aller jusqu'à 4 mois consécutifs, mais ça ne doit pas aller au-delà de ces 4 mois.
Et le client ne doit pas en fait déclarer cette résidence comme étant son domicile. Vous noterez qu'il y a donc pour ceux qui décident de mettre en location leur propre appartement qui est loué, puisque vous allez le voir, c'est possible. Si on met en location sa résidence principale, ça ne doit pas l'être plus de 120 jours par an. À défaut, en fait, on a on rentre dans un autre dispositif et donc on perd ce critère de résidence principale pour soi-même. Donc, comme je vous l'ai dit, pas plus de 4 mois consécutifs. À défaut, on est requalifié en meublé classique. Et donc, on sort de la location saisonnière. Et en deçà de cette limite en fait des 120 jours pour la résidence principale, vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des autorisations et en fait on est dispensé de ces fameuses autorisations, mais vous allez le voir en fait sur le slide suivant que ces autorisations sont nombreuses. C'est un véritable chemin du combattant et en réalité il faut être très très en fait comment dire, attentionner sur ces différentes étapes parce que vous allez le voir, le risque est quand même assez important parce que en fait, un certain nombre d'amendes sont en fait potentiellement applicables et vous avez également en fait le risque d'avoir une véritable problématique là-dessus. Alors, comment ça se passe? La première étape, en fait, c'est l'autorisation préalable du changement d'usage. Pourquoi? Parce que, en fait, que ce soit loué à titre de résidence en fait du locataire ou dans le cadre d'un bail mobilité, ce sont des appartements qui sont à usage d'habitation et qui ne nécessitent pas en fait ce changement d'usage. Par contre, à partir du moment où vous passez en location de manière répétée pour de courtes durées, eh bien, que vous soyez en plus un bailleur professionnel ou non, vous avez besoin d'obtenir une autorisation préalable et même éventuellement devoir transformer de manière concomitante en habitation des locaux qui, en fait, avaient un autre usage en locaux d'habitation. C'est donc le cas sur Paris Petite Couronne, parisienne, pour les villes de plus de 200 000 habitants et même, lorsqu'on a en fait un arrêté préfectoral qui l'exige. Donc vous allez le voir à chaque fois sur ces questions d'autorisation, il est vraiment très, très important de savoir dans quelle commune on cherche en fait à faire cette location meublée parce que en fonction de là où on se trouve, vous allez avoir des critères différents et surtout, vous allez éventuellement être finalement exposé à cette amende civile qui peut aller jusqu'à 50 000 € par local en fait mis en location pour lesquels vous n'aurez pas obtenu l'autorisation préalable. Alors, à côté de cette autorisation en fait qui doit être obtenue, vous avez une autorisation supplémentaire, si je puis dire, en mairie, et ce, quelle que soit la commune, qui nécessite finalement de déposer tout un détail autour de la personne qui va mettre en location, le type de bien, l'adresse, le nombre de pièces, le nombre de lits, les périodes qui sont envisagées à la location. Et cette demande préalable doit être adressée à la mairie sous peine, bien entendu, d'une amende, hein, d'une nouvelle amende de 450 €. Et on doit conserver la preuve du dépôt parce qu'on peut adresser cela de différentes manières, hein, que ce soit en recommandé, par courriel, mais il faut se constituer la preuve du dépôt de cette déclaration et surtout, chaque changement, quel qu'il soit, doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration pour informer la mairie du changement de situation. Alors, comme je vous le disais, si on décidait de mettre
en sous-location sa résidence principale, eh bien, ou en location tout simplement, si on en est propriétaire, eh bien, on n'a pas toutes ces autorisations en fait à obtenir. Par contre, si l'appartement ou la maison est dans une commune qui a mis en place en fait un téléservice d'enregistrement des meublés, à ce moment-là, il faudra également répondre à cette obligation de déclaration puisqu'elle devient obligatoire si la résidence principale est louée dans sa totalité. Donc, vous l'avez vu déjà, ces 2 premiers volets sont assez chargés. Tout dépend de là où on se trouve. Il y a donc une cascade de démarches administratives à entreprendre et c'est pas fini puisque le début d'activité, lui aussi, et toutes les modifications devront, depuis le 1er janvier 2023, être déclarées auprès du fameux nouveau guichet unique et pour donc déclarer le début d'activité auprès de l'INPI. Donc c'est la troisième étape, le troisième volet. Et enfin, avant d'obtenir le fameux sésame et la fameuse validation pour pouvoir se dire autorisé en fait à louer, si jamais vous décidiez en fait de mettre en location dans un immeuble, il faut vous assurer que le règlement de copropriété n'a pas en fait de dispositions qui viendraient finalement en contradiction ou en tout cas interdire cette location saisonnière. Puisque c'est une obligation que de respecter le règlement de copropriété sur les immeubles en copropriété. Et enfin, dernier point, si jamais vous décidiez de sous-louer un appartement, c'est-à-dire qui serait par exemple votre résidence principale, il vous faut absolument l'accord du propriétaire puisqu'il y a eu pas mal de décisions de justice là-dessus. Elle est absolument obligatoire. À défaut, le locataire risque non seulement d'être condamné, mais en plus de voir son bail résilié et devoir restituer l'intégralité des sommes à son propriétaire. Donc, vous l'avez compris, avant de passer en fait justement à l'imposition des revenus, il faut donc s'assurer que toutes les démarches administratives ont été remplies. Sur le régime donc fiscal, en fait, il est, j'ai presque envie de dire, relativement simple, puisque tous les revenus issus de la location, de la sous-location meublée dont vous êtes propriétaire ou locataire seront soumis en fait aux bénéfices, à l'imposition aux revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Vous relèverez donc du statut du loueur en meublé non professionnel, à moins que, d'une part, vos loyers issus de cette location soient supérieurs à 23 000 € et que les revenus en fait de cette location soient supérieurs à vos revenus professionnels ou revenus de retraite, traitements et salaires et typiquement les pensions de retraite également. Donc il faut en fait être vigilant sur ces 2 critères si on ne veut pas tomber sur la location meublée professionnelle, des revenus annuels inférieurs à 23 000 € et il faut également que ce soit inférieur aux revenus de tous les autres revenus autres que location meublée qui ne rentrent pas du coup dans le calcul. Donc à partir de ce moment-là, si vous êtes en loueur meublé non professionnel et que vous avez des loyers inférieurs à 176 000 €, vous pouvez donc opter pour le régime de micro-BIC. Qui est un régime relativement intéressant puisqu'il va vous permettre en fait d'appliquer un abattement de 71% sur l'intégralité des encaissements que vous aurez. Donc ça peut être un régime très intéressant à condition que ce ne soit pas l'année où vous avez entrepris de très gros travaux puisque en fait à ce moment-là vous ne pourrez plus déduire en fait au réel les travaux qui auront été engagés. Alors,
vous pourrez aussi à ce moment-là vous poser la question: «Et que se passe-t-il si après tout ce parcours du combattant, je vends mon bien? Est-ce que, après avoir effectué toutes les démarches et avoir tout fait, je prends un risque?» Rassurez-vous, vous restez, dans le cadre du régime, des plus-values des particuliers et donc sans basculer sur le régime, en fait, des professionnels, en tout cas si vous restez dans ce niveau-là et donc vous aurez, une fiscalité, de 19 sur la plus-value, plus, les prélèvements sociaux, hein, ceux-ci, toujours. Vous pourrez bénéficier également des abattements pour durée de détention, donc une exonération totale, du bien, de la plus-value sur le bien à condition de détenir plus de 30 ans, depuis plus de 30 ans le bien. Mais vous serez également soumis à, en fait, la taxe spéciale de 2 à 6 si votre plus-value est supérieure à, 50 000 €. Donc ça, c'est sur le volet, si je puis dire, impôt sur le revenu. Vous avez un second volet qui est celui, en fait, de la fiscalité, locale. Alors très rapidement parce que c'est vraiment d'actualité, on a une décision du Conseil d'État qui est tombée le 15 juin, donc il y a vraiment, 1 semaine, qui, en fait, a considéré qu'à partir du moment où, on pouvait établir que, le propriétaire, en fait, pouvait conserver, la jouissance ou la disposition du bien au 1er janvier, il était redevable de la taxe, d'habitation. C'est une décision qui est quand même relativement intéressante parce que, on peut imaginer qu'elle, servira de base aussi pour, tous les sujets, de taxes, d'occupation, puisqu'on est sur, le mode de fonctionnement en fait, des droits d'enregistrement, et on pourrait ne pas être étonné à ce qu'en fait, elles servent de base pour d'autres décisions. Donc comme je vous le disais, donc fiscalité locale, aujourd'hui, taxe d'habitation si, le propriétaire en garde la jouissance au 1er janvier et donc taxe professionnelle ou CFE pour, les communes qui n'ont pas, encore, fait, leur bascule, à charge du propriétaire. La taxe foncière, bien évidemment, ça vous le savez, toujours à charge du propriétaire, mais spécifiquement, en fait, à la location saisonnière, vous allez avoir la taxe sur les séjours, taxe de séjour qui normalement, en fait, est censé être chargé par le propriétaire auprès du locataire, mais si jamais vous aviez un locataire indélicat qui venait à ne pas la payer, le propriétaire devra la régler. Et vous avez, et là je vous renvoie à notre dernier webinar, les droits dus à la SACEM dans le cadre des droits d'auteur, juste si vous avez mis à disposition un moyen de diffusion musicale ou audiovisuel, que ce soit via une télévision ou même une petite tablette, par exemple. Voilà sur la fiscalité locale. Rapidement sur la TVA parce qu'il y a eu beaucoup de décisions, là-dessus. On est, sur, finalement, quelque chose d'assez simple. Vous serez assujettis à la TVA si vous fournissez dans le cadre de vos prestations 3 de ces 4, en fait, prestations, c'est-à-dire soit le petit déjeuner, le nettoyage régulier du logement, et cela n'entend pas en fait le nettoyage au début et le nettoyage au départ, mais le nettoyage pendant le séjour, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Donc très souvent, la réception de la clientèle est quelque chose que l'on fournit systématiquement. Le linge de maison également. Ça se passe souvent entre la fourniture du petit déjeuner et le nettoyage régulier du logement que ça se joue. À côté, de ça, alors notez quand même que, pour la TVA, si les prestations sont externalisées, ça vaut quand même, en fait, prestations, fournies par le propriétaire. Alors, petit sujet très rapide puisque c'est pas, comment dire? Ça ne concerne pas l'ensemble de nos clients, mais
si vous veniez à passer de loueur meublé non professionnel à loueur meublé professionnel, c'est les fameux 23 000 euros que j'évoquais tout à l'heure, et des revenus supérieurs donc aux revenus professionnels, il faut vraiment tenir compte de cette petite nouveauté qui n'en est pas en réalité, parce que ça va être un élément qui va venir alourdir finalement le coût fiscal. C'est le passage en LMNP qui va finalement vous faire basculer en charge sociale, puisque vous étiez en fait aux prélèvements sociaux à 19,2 jusque-là, et là vous basculez en fait en charge sociale. On est quand même sur des niveaux de charges relativement lourds, puisque on peut aller jusqu'à 35% là-dessus, versus ces 17,2 qui étaient évoqués sur les prélèvements sociaux. Et surtout, le risque en fait du changement de caisse sociale, puisque vous avez un risque d'être radié du régime général et d'être affilié d'office au régime de la sécurité sociale des indépendants, ce qui n'est pas finalement sans conséquence, puisque en fait, vous devez le savoir, ça peut entraîner un certain nombre de difficultés, notamment dans le parcours de santé. Alors, ce dernier point est à prendre en compte, puisque, comme je vous le disais, c'est un élément qui peut venir alourdir la charge fiscale et le coût de votre location en meublé saisonnière. À cela viendra s'ajouter, bien entendu, l'intervention d'une société qui pourrait en fait vous soulager de cette gestion, mais très souvent on est sur des coûts qui sont quand même relativement conséquents, puisque nous on a pu voir dans le cadre de nos déclarations de 13 à 18% de coûts pour ce service. Alors, juste très rapidement, parce que je vois que le temps tourne et que Mickaël va avoir beaucoup de choses en fait à vous raconter. Vous avez dû voir passer dans les médias pas mal de choses, puisque c'est vraiment d'actualité. On en a entendu parler, notre maire. Le ministre Le Maire sur la réforme qu'il envisage de faire. La première ministre également l'a évoqué clairement. L'idée, puisqu'il y a de nombreux rapports qui ont été déposés au gouvernement, l'idée, elle est assez claire là-dessus. Ce serait d'aligner finalement l'allocation saisonnière sur l'allocation nue, pour faire sortir de cet avantage en fait l'allocation saisonnière. Un certain nombre de rapports pointent du doigt le fait qu'elle bénéficie d'un abattement de 30%, l'allocation nue, quand on est à 50 pour la location meublée à l'année, et vous l'avez vu, pour la location saisonnière, on passe en fait à 71%. Donc, on n'est absolument pas à l'abri que ce système soit abrogé, ou en tout cas qu'on aligne ces différents régimes. Et l'idée aussi qui est martelée, c'est que la hausse des prix du logement, aussi bien à l'achat qu'à la location, en fait, est alimentée par cette possibilité. Donc, on est clairement dans une logique de réforme et d'alignement de la location meublée classique et meublée classique saisonnière à celle de la location nue. Autre évolution possible que l'on voit, qu'on entrevoit en fait clairement, c'est le sujet de la performance énergétique, qui a été un des sujets que nous avons évoqués lors de notre dernier webinar. Aujourd'hui, le DPE n'est pas obligatoire pour l'instant pour les biens qui sont destinés à être utilisés moins de 4 mois par an, mais vous voyez que finalement, on a des termes qui reviennent, des périodes qui reviennent et qui se rapprochent, mais on n'est absolument pas à l'abri, avec les différentes réformes, avec la déclaration d'occupation qui est la nouveauté de cette année, de finalement nous amener vers un alignement total de tout le foncier que pourrait détenir en fait le contribuable français.
et donc d'avoir finalement une obligation supplémentaire qui viendrait alourdir le choix en fait sur ce dispositif-là. Alors donc très rapidement, en petits mémos, juste pour garder. Un, vous savez qu'il faut être, Mickaël, si tu veux bien, c'est juste le dernier slide. Il faut être alerte sur la localisation de votre bien, puisque en fonction de là où se trouve le bien, vous avez un panel d'autorisation en fait à obtenir et des dispositifs différents en fonction de là où vous vous trouvez. Vous avez ensuite en fait un autre élément à prendre en compte, c'est les coûts. Mais l'ensemble des coûts annexes, le coût fiscal, le coût en fait de mise en location, et surtout le dernier, c'est de bien veiller à s'assurer d'être assuré, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas parce que vous avez en fait une assurance que vous êtes couvert pour de la location meublée saisonnière. Nous avons eu un sujet justement, un client qui en a fait les frais, puisque l'assureur a refusé en fait de couvrir des dégâts au motif que l'assurance ne couvrait pas de la location meublée saisonnière, qui bien entendu sera plus chère qu'une location classique de propriétaires non occupants. Voilà, j'ai essayé de tenir le timing, Mickaël. Je vais lui donner la main. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser, puisque vous avez la possibilité de le faire par écrit, et nous y répondrons à la fin si vous voulez bien. Oui. Merci Anna. Effectivement, vous avez, je rappelle, hein, vous avez un petit bouton Q et R pour poser vos questions. Vous avez après un panneau à droite et vous pouvez écrire vos questions et on tentera d'y répondre. Merci Anna pour cet exposé. On va passer maintenant à la partie. Alors, mes slides seront moins, il y aura moins de photos, il y aura moins de. Voilà. Mais on va faire un petit C'est point. pas un concours, c'est pas un concours. On va faire un petit point sur les marchés, bien évidemment, et puis vous exposer un petit peu comment on se positionne et nos perspectives, et puis surtout, voilà, quelles sont les solutions sur lesquelles on travaille. On vous en avait déjà dit quelques mots lors de notre dernier webinaire en février, et puis également au travers des newsletters et des points marchés que vous lisez très attentivement, régulièrement. Et donc voilà. Alors, on s'était quitté en février avec un espoir, parce que le mois de janvier s'était plutôt bien passé, et sur les marchés, après une année 2022 quand même catastrophique sur l'ensemble des marchés financiers, la question c'était de savoir est-ce que ça allait continuer. Et puis on a eu février-mars où on a eu encore à nouveau des tensions. Alors, ce que j'aime bien faire avec vous, c'est revenir sur ce qu'on s'est dit, ou en tout cas les points clés qu'on avait abordés lors du dernier webinaire. C'est toujours important d'évaluer ce qu'on a dit et puis finalement ce qui s'est passé. Alors, la première chose, c'était une de nos convictions, c'était qu'on avait atteint le pic de l'inflation au mois de juin dernier. D'ailleurs, on s'était repositionné sur le marché. Les marchés, eux, après un discours de Powell en août très agressif sur la remontée des taux, avaient fortement corrigé, ce qui nous avait coûté dans les portefeuilles. Et puis, finalement, on se rend compte petit à petit que c'était bien le cas et que le pic de l'inflation a bien été atteint au mois de juin 2022, puisqu'on voit que désormais l'inflation aux États-Unis, typiquement, elle est descendue en dessous de 4, alors qu'on était à 8% sur l'année 2022. Donc, un des points que j'avais mentionné et que j'avais fait un parallèle avec ce qui s'était passé en 74, lorsqu'on avait eu la crise pétrolière et puis la guerre de Kippour. On avait vu que dès que le pic inflationniste avait été atteint,
suite à cela, le rebond avait été très fort sur les marchés financiers. Et donc, c'est pour ça qu'on s'était repositionné très fortement fin octobre pour, une fois que le marché avait absorbé le discours de Powell, pour justement profiter de ce rebond et ne pas rater cette opportunité parce que lorsque vous ratez des rebonds très forts, ça a un impact sur le long terme. Le deuxième élément, c'est la reprise chinoise avec la réouverture et l'arrêt du confinement dur qu'a connu la Chine. Et là, là, on va se parler franchement, on s'est planté parce que notre espoir, en tout cas notre analyse était que la Chine allait repartir très fort, comme ça a été le cas dans les autres pays, les autres pays développés. Lorsqu'on a eu la sortie des confinements, on a vu une sortie très très forte et un rebond très fort de la consommation, ce qui n'a pas été le cas pour la Chine. La Chine reste un animal différent. On le réapprend à notre voilà. Et donc les chiffres finalement de consommation, notamment les derniers chiffres, même si on a eu un très bon rebond fin d'année dernière, les derniers chiffres de consommation ont été décevants, avec un ralentissement fort au mois de mai. Et puis finalement le soutien public qu'on attendait, la nomination du nouveau Premier ministre assez très business driven était aussi pour nous un facteur positif, mais finalement, les mesures se font attendre de soutien public et on recommence à avoir des stress sur le marché immobilier, un chômage des jeunes qui ne s'arrange pas. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que ben, la reprise chinoise, pour l'instant, elle ne s'est pas reflétée concrètement et les marchés financiers en ont pâti, le marché actions chinois. Le troisième élément, c'était la résilience des entreprises, hein. J'avais insisté sur le fait que les entreprises avaient eu une augmentation très forte de leurs marges, que la plupart d'entre elles avaient réussi à reporter les coûts inflationnistes et donc que finalement on voyait des résultats d'entreprise assez solides sur l'année 2022, même en forte progression. Par contre, on s'attendait effectivement à un ralentissement, mais malgré tout un ralentissement relativement modéré et ça a été le cas puisqu'on a eu un ralentissement de l'ordre de 5% sur le premier trimestre sur les entreprises américaines aux États-Unis. Et puis, on attend un ralentissement de l'ordre de 6%, 6,5%. Voilà, ce qui n'est pas du tout, ce qui n'est pas, comment dire, un chiffre catastrophique compte tenu de là où on part. Et puis le dernier élément, c'était un élément qui nous inquiétait, du fait qu'aujourd'hui, ben, le leadership, on a un réel souci sur les leaderships politiques et sur les tensions entre les différents partis. On le voit bien en France, mais c'est le cas aussi aux États-Unis. Et donc, on avait très très peur ben, voilà, des négociations qui pouvaient se jouer jusqu'à la dernière minute. Ça a été le cas. On a eu des tensions sur les marchés à cause de ça. Et finalement, bon, bah, le plafond de la dette américaine a été revu à la hausse. Mais la dette publique reste un élément inquiétant, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, parce que, comme vous le savez, avec les mesures de soutien pendant le Covid, les déficits budgétaires ont explosé. Donc le résultat, c'est que sur les marchés financiers, vous retrouvez ici le graphique que vous voyez assez régulièrement, que je vous montre assez régulièrement avec l'ensemble des marchés, la performance de l'ensemble des marchés. Donc vous voyez 2022 et 2023 jusqu'au 15 juin. Ce que vous voyez, c'est que ben, on a eu un rebond très fort des marchés actions. Notamment, vous avez certainement vu que le CAC 40 est aujourd'hui à un niveau assez élevé, tiré par quelques valeurs. Je reviendrai sur la concentration de cette hausse sur les marchés. Mais clairement, un rebond des marchés actions. Sur les taux, ça reste tendu. On n'est pas encore sorti de l'auberge hein, parce que ben, les banquiers centraux continuent, en tout cas pour les États-Unis et l'Europe, à avoir un discours assez agressif vis-à-vis de l'inflation.
Il y a juste le segment des obligations au rendement qui s'est plutôt bien distingué. Sur les matières premières, bon, ben, on le voit, il y a un ralentissement de l'inflation et notamment des matières premières. Par contre, vous avez ce qu'on peut voir, c'est que, on va en parler tout de suite, c'est le très fort rebond des cryptos et notamment du Bitcoin, puisque le Bitcoin a pris 51%. Et encore hier, ça a repris également, je crois que ça a pris 6% hier. Donc, je vous avais montré un tableau qui était assez intéressant sur le Bitcoin que je reprends ici. Et ensuite, j'évacuerai ce sujet parce que, bien évidemment, ça représente une portion infime et ça doit représenter une portion infime de votre allocation d'actifs. Il est clair que le Bitcoin, tous les 4 ans, en fait, on se rend compte que finalement, depuis la création du Bitcoin, vous voyez 2014, 2018, 2022, c'est les années de la Coupe du Monde, mais c'est aussi des années très mauvaises pour le Bitcoin. Et donc 2023 ben, suit finalement le cycle habituel. Alors, au-delà de cet aspect je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais au-delà de cet aspect de cycle, il s'avère que le Bitcoin a été et les autres cryptos ont été soutenus par une activité des développeurs qui a très fortement augmenté, de l'utilisation des machines de minage qui sont toujours plus performantes. Et puis la crise bancaire qu'on a connue, je vais revenir là-dessus, qui effectivement met une défiance sur les établissements financiers. Et donc, ben, la désintermédiation de la monnaie à travers la crypto, puisque je vous rappelle, hein, l'objectif de la crypto, c'est de dire que on ne centralise plus finalement les flux. Vous pouvez de gré à gré, voilà, grâce à la blockchain, finalement payer payer ou comment dire avoir des mouvements d'argent entre personnes ou institutions de manière très sécurisée. Et là, c'est vrai que ça a été voilà, la crise bancaire qu'on a vue notamment aux États-Unis a eu un impact et aussi la fin de la hausse des taux puisque ben, on se dit que finalement sur les dépôts à terme, on est peut-être arrivé au bout en termes de rendement. Donc, quand les taux montent, c'est plutôt négatif pour comment dire, des cryptos qui n'ont pas cette capacité, bien évidemment, à offrir, des intérêts comme on peut le voir sur les monnaies classiques. Sur il y a tout de même un point négatif qu'on a vu, qu'on a décelé depuis le début de l'année, c'est une accélération des réglementations ou en tout cas de l'implication, que ce soit au niveau de la Maison Blanche, que ce soit au niveau des autorités de tutelle américaines, la SEC, après la débâcle de FTX, qui prennent de plus en plus d'actions significatives contre l'industrie qui menacent les banques de faire du business avec l'industrie de la crypto. Hein, on a vu aussi des grandes banques qui servaient l'industrie de la crypto. Hein, je pense à Silvergate, à Signature Bank, qui ont toutes les deux mis la clé sous la porte. Bah, tout cela, effectivement, reste des menaces importantes sur le marché de la crypto et son émancipation. Alors, qu'est-ce qu'on alors dans cet environnement-là, ben, comme, je vous l'avais dit, hein, fin octobre, on s'était repositionné très fortement sur les actions. On a beaucoup privilégié notamment le secteur technologique et ce qui fait que, on a des résultats qui sont satisfaisants. Une façon pour nous d'analyser ce qu'on fait, c'est bien évidemment de regarder la concurrence. Alors ce qu'on vous montre ici, il y a beaucoup de couleurs. Mais vous avez la moyenne en fait des portefeuilles ben, du moins risqué, donc Chaplin Léon, vers le plus risqué, donc le portefeuille Action Monde de Carmoni, qu'on appelle le Tarantino. Ce que vous voyez ici, vous verrez que bah, vous voyez les petits cas qui représentent la performance moyenne de nos portefeuilles. Et si vous voulez voir un petit peu comment ça se positionne par rapport à la concurrence, il faut regarder
la couleur qui est un peu plus pâle, mais qui reste dans le ton. Donc, je m'explique. Typiquement, on va commencer par peut-être ceux qui ont moins bien performé, c'est les portefeuilles prudents. Mais il faut avouer que on a fait un super job en 2022 sur ces portefeuilles, puisqu'ils ont été très fortement résilients, hein. La plupart des fonds prudents Europe ont perdu en moyenne 12% sur 2022 pour des portefeuilles prudents. Nous, on est plutôt aux alentours de 5, 5,5. Donc, on a été sur 2022 très résilient. C'est vrai que depuis le début de l'année, on est un peu moins performant que la moyenne des allocations prudentes. Donc, vous voyez le rose pâle, et ben vous voyez le Carmony Leon qui est ici. Donc, on a effectivement un écart. On n'est pas inquiet par rapport à cela. C'est lié au fait qu'il y a quand même une composante obligataire qui est importante, mais on reste convaincu qu'on arrive à la fin de la cycle, du cycle des hausses des taux. Et donc, on s'attend à ce que ces portefeuilles voilà, rebondissent. Sur la partie équilibrée, vous voyez qu'on a une performance qui est supérieure là aussi par rapport à la moyenne. Alors, il faut savoir que nos performances, nous, sont nettes de frais du contrat d'assurance vie, ce qui n'est pas le cas des moyennes, puisque les moyennes, ce sont la moyenne des fonds. Donc, on ne prend pas les frais de contrat d'assurance vie. Il faut savoir que c'est à peu près entre ça dépend des contrats, mais entre 0,8, 1%, c'est 1% sur les unités de compte. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif. Et puis là où vraiment on se distingue très fortement, c'est sur les portefeuilles dynamiques, les Eastwood, puisqu'on est pratiquement à plus de 1,5 au-dessus de la moyenne, et sur le portefeuille Action Monde, où on est pratiquement à plus 4, plus de plus 4 par rapport aux Actions Monde, à la catégorie des fonds Action Monde. Sur les actions européennes, on est en retrait. On est en retrait parce que c'est vrai, on reste positionné avec un fort biais sur les petites et moyennes valeurs qui sont très en retard dans le rebond du marché. Et on pense qu'à un moment donné, avec la démondialisation, on pense que en plus, on a aussi un effet change maintenant puisque l'euro est en train de se réapprécier. On pense que bah, les petites et moyennes capitalisations devraient revenir sur le devant de la scène. Alors, ça, c'est nos performances depuis la création, hein, depuis qu'on a mis en place cette gestion des réalisateurs, hein, donc cette gestion agile, dynamique. Et vous pouvez voir donc l'ensemble des portefeuilles qui ont un historique sur cette période-là. Et comme vous voyez, bah, typiquement sur les prudents, c'est important de voir sur le long terme aussi. On est entre plus 17 et plus 15%, alors que la moyenne est à moins de 5%, ce qui ne fait pas beaucoup entre 2016 et 2023, hein, puisque là, c'est de la performance cumulée. Sur les équilibrés, on est à plus de 2 fois la performance de la moyenne des fonds. Et sur les dynamiques, les Eastwood, on est à 35% contre 28% pour les portefeuilles, pour la moyenne des fonds d'allocation offensive. Alors, elle est liée à quoi cette surperformance? Elle est liée au fait qu'on a des convictions très fortes, qu'on reste agile. Il y a des fois où ça paye, il y a des fois où ça paye moins sur le court terme. Mais sur le long terme, c'est vrai que notre capacité à mieux résister dans les baisses, et puis aussi à aller chercher les supports les moins chargés en frais, parce que ça reste important. Vous avez dû identifier certainement, si vous avez regardé vos contrats, que maintenant que les assureurs vie français se sont mis à ouvrir l'accès aux ETF, qui sont des fonds cotés indiciels qui cherchent à répliquer uniquement les indices à moindre frais, ben, on utilise beaucoup ce type de support aujourd'hui pour aller chercher de la performance à moindre frais. Et donc, ça représente souvent, ça peut représenter jusqu'à 40% de certains portefeuilles. Donc voilà, donc on a aussi cet aspect-là qui joue. Alors, au niveau de l'économie, donc bon, ça reste au niveau de qu'est-ce que regardent les marchés? Ben, les marchés regardent les mouvements des banquiers centraux encore et encore.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où les banquiers centraux sont dans comment dire, cette envie de rattraper le retard et de vraiment lutter contre l'inflation. C'est pour ça que je dis la tortue se prend pour un lièvre maintenant. Ce qu'on vous montre ici, c'est que ça a un impact. Ça a un impact fort puisque en fait les taux courts, les taux d'intérêt courts deviennent plus élevés que les taux d'intérêt longs. Les taux d'intérêt courts sont influencés très fortement par les décisions des banquiers centraux, puisque les banquiers centraux vont avoir une influence sur le taux directeur. C'est le taux de base qui va diriger toute l'économie. Donc les taux à court terme. Donc il y a une très forte influence des banquiers centraux. Les taux longs, eux, sont plus influencés par les anticipations économiques des acteurs du marché. Et aujourd'hui, quand on a des taux qui sont plus bas, des taux longs qui sont plus bas par rapport à des taux courts, ça veut dire qu'on est sur ce qu'on appelle une inversion de la courbe de taux, parce que normalement, vous vous attendez à ce que les taux d'intérêt sur 10 ans rémunèrent plus que des taux d'intérêt sur 2 ans. C'est le cycle normal de l'économie, hein. Plus on investit longtemps, plus normalement la rémunération doit être élevée. Et là, ce n'est pas le cas. On est à nouveau sur une inversion de courbe. Et en fait, le fait que les taux longs soient plus bas que les taux courts, c'est parce que les investisseurs anticipent un ralentissement économique. Donc, ils se disent que à terme, les taux vont baisser parce qu'on va se retrouver dans une économie qui sera moins forte et donc les banquiers centraux auront certainement une velléité à baisser leurs taux. Et donc, on est dans ce qu'on appelle une inversion de courbe. Et c'est ce que vous montre ici, c'est-à-dire qu'on a l'écart entre le taux 10 ans et le taux 2 ans aux États-Unis. Et donc, quand ce taux est en dessous de zéro, quand cet écart est en dessous de zéro, ça veut dire que la courbe est inversée. Et c'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire qu'on a un écart de 0,75% entre le taux 2 ans, qui est plus élevé que le taux 10 ans. Et donc, ce qu'on sait, et c'est à chaque fois ça s'est répliqué dans l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une inversion des courbes de taux, eh ben, c'est un signe précurseur de récession économique. C'est ce que vous voyez, les parties grisées ici. Donc, on est remonté sur les années, depuis les années 90, mais on aurait pu remonter depuis la guerre du Vietnam. Ça a toujours été le cas. À chaque fois qu'on a eu une inversion de courbe, eh ben, on a une récession qui arrive. Euh, alors, ça, c'est un premier élément qui est important à prendre en compte. Ce qu'on voit aussi, c'est que souvent la récession, elle arrive lorsque cet écart recommence à se diminuer. Voilà. Mais aujourd'hui, on est clairement dans une courbe inversée, et ça a eu un impact. Ça a eu un impact notamment sur les banques, parce que, comme vous le savez, vos dépôts, les banques sur 90% de vos dépôts, les banques placent ces dépôts, placent cet argent à long terme. Et ces dernières années, comme les taux d'intérêt étaient très faibles, étaient zéro, étaient nuls, eh ben les banques ont été amenées à placer l'argent sur des obligations très longues, très longues. Et donc, quand vous avez des taux d'intérêt courts, ça veut dire que la banque doit rémunérer des dépôts à terme avec des taux plus élevés que ce qu'elle gagne, elle, par ailleurs, en plaçant l'argent sur le long terme. Et donc, il y a ce qu'on appelle un mismatch actif-passif, et ça veut dire que la banque, ça devient très tendu pour elle. Et en fait, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec beaucoup de banques régionales qui se sont retrouvées, finalement, notamment la SVB, qui sont retrouvées avec des pertes sur leur placement long terme, parce que quand les taux d'intérêt montent, les obligations en circulation qu'on avait achetées, elles valent moins d'argent parce que les nouvelles obligations rémunèrent plus.
Et donc, la SVB s'est retrouvée avec des pertes. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle le bank run, c'est-à-dire que ça s'est vu dans les rapports. Et donc, les gens ont été, et notamment les professionnels, parce que SVB était une banque qui était surtout avec des clients dans le monde du capital risque. Donc, les clients sont sortis. Et puis, vous pouvez imaginer que, avant, c'est vrai que lors de la crise de 2008, on avait les gens qui faisaient la queue au guichet pour retirer leur argent. Mais aujourd'hui, avec le digital, ça va beaucoup plus vite. Et donc, la SVB a vu des sorties de l'ordre de 40 milliards en une journée. Et donc, ça a mis au tapis. Et on a vu cette tension sur beaucoup de banques, une succession de banques, et que ça a même touché en Europe avec la Crédit Suisse. Et ce qu'on peut dire, c'est que, donc, bien sûr, il y a eu un stress, mais les autorités publiques ont clairement appris de 2008 et ont réagi très, très, très rapidement en mettant tout de suite sur la table de l'argent dès le week-end, dans le week-end, et donc ça s'est relativement calmé. Alors, il y a beaucoup de difficultés à lire l'économie parce que, comme je le disais au début, enfin 2022, beaucoup d'économistes prévoyaient une très forte récession. Vous voyez l'inversion de la courbe qui pousse à effectivement anticiper une récession. Et ce qu'on voit, c'est que les banquiers centraux, et c'est ce qu'on vous montre ici, les taux d'intérêt directeurs des banquiers centraux, vous voyez l'évolution. Alors en vert, c'est ce qui a été réellement réalisé par les banquiers centraux. Donc vous voyez pour le taux au Canada, la zone euro, vous voyez que les taux ont très fortement augmenté. Ils étaient nuls pendant très longtemps et puis ils ont très fortement augmenté. Et ça, c'est en marron, c'est les anticipations. Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, on a des comportements très divergents entre les banquiers centraux maintenant. C'est-à-dire que sur la zone euro, on reste très récemment, il y a eu une hausse de 25 points de base cette semaine euh, de la Banque centrale européenne. D'accord. On est maintenant avec des taux directeurs de 4%. Sur les États-Unis, la dernière hausse de taux, elle a eu lieu au mois de mai, au mois de juin. Ils ont décidé de stabiliser, mais on reste sur une tendance haussière et les taux directeurs maintenant sont à 5,25. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'en Chine, au Japon, pardon, c'est resté stable. Hein. Le Japon est resté pendant très longtemps avec un problème de déflation. Donc, ils sont plutôt, ils partent de très très loin en termes d'inflation. Il n'y a pas d'inflation au Japon. Il n'y a pas d'inflation en Chine et ça explique donc aussi ce que vous voyez, c'est que la Chine, elle, a récemment décidé de baisser ses taux légèrement de l'ordre de 10 points de base, 0,10, et on est avec des taux directeurs de 3,55. Pourquoi? Parce que la Chine a besoin de soutenir son économie qui est plutôt avec une croissance molle. Donc on voit qu'il y a une divergence assez importante et donc une difficulté de lecture de l'économie et aussi certainement une illustration de la démondialisation qu'on voit apparaître depuis le Covid. Alors, je parlais de la performance des marchés actions. Prenons le S&P 500, donc l'indice des 500 grandes capitalisations américaines. Ce qu'on voit, c'est que globalement, cette performance du S&P 500, c'est en fait 7 valeurs qui représentent désormais 28% de l'indice, qui font la pluie et le beau temps. Ce que vous voyez ici, c'est tout le S&P 500, donc la largeur des carrés. En fait, l'aire du carré représente la taille, le poids de la société dans l'indice du S&P 500. Donc, plus la taille de la société est importante, plus elle va avoir de poids dans l'indice, d'accord? Parce que l'indice est pondéré par les capitalisations. Et ce qui est en bleu, c'est les valeurs qui ont une performance positive depuis le début de l'année. Ce qui est en rouge, c'est les valeurs qui ont une performance négative depuis le début de l'année. Donc, vous voyez que ça se répartit relativement bien. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les 5 plus grandes sociétés du S&P 500, que sont Apple, Amazon, Google, Nvidia et Tesla, contribuent pour 96% de la performance du S&P 500 depuis le début de l'année. Si on n'avait pas ces 5 valeurs, on aurait une performance légèrement positive, mais on n'aurait certainement pas le 15% qu'on voit. Et on a maintenant 28% de l'indice qui sont représentés par les 7 valeurs, les 7 plus grandes valeurs du S&P 500. Donc, il s'agit du marché, ce qu'on appelle du marché le plus concentré
depuis 1965. Je vais avancer un petit peu parce que je vois le temps tourner. Donc ça, c'est important. Alors, comment ça s'explique? Premièrement, il y a un engouement pour l'intelligence artificielle très fort, ça c'est clair, mais également aussi par le fait que les anticipations de croissance de résultats, c'est ce que vous voyez ici, comme je le disais, pour ça c'est chaque trimestre sur 2023, ben en fait on s'attend à ce que ça rebondit très fortement au quatrième trimestre 2023 et une grande partie de ces attentes vient des valeurs Amazon, Meta, Alphabet et Nvidia qui a dépassé les 1000 milliards de dollars. Il faut savoir qu'on s'attend à une croissance de 100% des résultats de Nvidia, pardon, on a une croissance du cours de Nvidia qui est de l'ordre de 100%. Donc, vous voyez que le gros des attentes se fait sur les services de communication, sur la technologie et la consommation. Alors, est-ce que cette hausse qu'on voit, qui est très concentrée, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un signe de fragilité du marché boursier? Parce que ça veut dire que potentiellement, s'il y a des mauvaises surprises sur ces valeurs, ben, le marché va corriger. Ou est-ce que cette hausse va s'émanciper aux autres valeurs? Ce qu'on peut voir, c'est que sur le mois de juin, quand vous regardez l'indice Russell 2000, qui est l'indice des petites valeurs, là, des 2000 petites valeurs aux États-Unis, ben on voit que cet indice surperforme sur le mois de juin, et ça fait depuis longtemps qu'on n'avait pas vu ça, l'indice des 500 grandes valeurs. Donc peut-être que c'est un début d'élargissement. Maintenant, faut-il s'inquiéter de ce très fort rebond? Ce qu'on peut voir, c'est que globalement, en noir, vous avez le cours de l'indice S&P 500, d'accord? Donc la bourse américaine. Et en rouge, en prune, pardon, vous avez les résultats par action du S&P 500, d'accord? Donc c'est la croissance des résultats par action. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, le marché a fortement corrigé fin 2021 parce qu'on s'attendait certainement, on voit que finalement, normalement, on a une corrélation très forte entre ces deux indicateurs, hein, le cours des actions et les résultats par action. Et on voit qu'il y a un écart sur la période récente parce que, en fait, les résultats ont été plus solides que prévu. C'est la courbe prune. Et vous voyez qu'on a eu effectivement une baisse très forte du marché, de l'indice, mais que l'indice a rebondi et parce qu'on a eu finalement des fondamentaux d'entreprise qui ont été plutôt bons. Autre signe d'optimisme pour nous, c'est que même si les taux d'endettement sont très élevés, hein, on est très très loin des taux d'endettement historiques qu'on a pu connaître avant la crise 2008 des ménages. Ici, vous voyez qu'on était monté à plus de 120% du revenu disponible pour les ménages américains. Aujourd'hui, on est en dessous, on est à la moyenne. En dessous de la moyenne, on est de l'ordre de 88%, ce qui est déjà pas mal. Mais aux États-Unis, vous savez qu'ils vivent avec le crédit. L'autre élément, et ça c'est une belle surprise, c'est la zone euro qui est aussi sur lequel on a des indicateurs de directeurs d'achat qui sont plutôt positifs sur les services notamment. Il faut savoir que le niveau de 50, c'est ce qui sépare une contraction d'une expansion. Quand vous êtes au-dessus de 50, on est dans un monde expansionniste. Et là, on a eu un très, très beau résultat des indicateurs des directeurs d'achat sur les services. Par contre, sur l'industrie, ça reste plus dur. Mais globalement, donc l'économie européenne reste plutôt à un niveau très haut. Alors, la question, c'est de se dire, OK, vous l'avez compris, on est dans un environnement de marché qui est très concentré, notamment par la technologie aux États-Unis. Ce qu'on vous présente ici, c'est l'indice S&P Technology, donc uniquement la performance du secteur technologique en 99 et en 2023. Donc en 99, c'est la courbe bleue, enfin à partir de 1999, et on a vu qu'effectivement, il y a eu à partir de mars 2000 le début du dégonflement de la bulle techno à l'époque, de la bulle Internet. Hein, tout le monde était très, très enthousiaste. Et on retrouve un peu ce même phénomène-là. On retrouve ce phénomène d'enthousiasme sur l'intelligence artificielle. Maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on reste à l'écart de ce marché en se disant, c'est une bulle, on n'y va pas? Et donc, tous ceux qui sont
qui ne prennent pas le train au départ, ben, finalement, ratent une part significative de la hausse. Ou notre rôle en tant qu'investisseur, c'est aussi de pouvoir profiter de ces moments-là. Alors bien évidemment, tout notre challenge, ça va être de sortir au bon moment. Mais pour nous, c'était important de profiter de ce rebond, de profiter de ces indices technologiques. Et donc, on est très content d'avoir pu le faire. Donc aujourd'hui, on reste très investi en actions. Sur les obligations, on a une pondération forte sur les obligations de dette émergente parce que eux n'ont pas, les marchés émergents n'ont pas de problématique d'inflation. Ils sont plutôt, comme vous l'avez vu sur la Chine par exemple, ils sont plutôt dans des politiques de baisse de taux. Donc ça devrait être favorable aux obligations de dette émergente. Et sur le portefeuille crypto-métaux, on est clairement investi sur les cryptos, en l'occurrence le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont les deux cryptos sur lesquels on investit uniquement, qui sont les deux devises, les deux cryptos principales. Alors, bon, je vais passer sur les plus des marchés, parce que vous l'avez compris, on est plutôt nous, on a le sentiment qu'on est vraiment à la fin d'une cycle des hausses des taux. La Fed mentionne 2 hausses de taux possibles d'ici la fin de l'année, et ça sera la fin. Je ne sais pas s'ils feront les deux. Potentiellement, on pourrait n'en avoir qu'une. Mais en tout cas, on arrive à la fin de cette hausse des taux. C'est moins le cas sur l'Europe, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on surpondère plutôt les actions internationales. On a un emploi qui reste solide, même si le taux des demandes d'allocation a légèrement augmenté aux États-Unis, mais ce qui est plutôt un bien parce qu'il y avait des tensions sur les salaires aux États-Unis. On a l'effet IA, hein, clairement, il y a un engouement, un boost sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, et puis aussi sur la transition énergétique avec des stimulus budgétaires, notamment, vous avez peut-être entendu parler du stimulus budgétaire des États-Unis qui est très important au travers du Inflation Reduction Act mené par Biden. On a des résultats d'entreprise solides et je pense qu'on aura des bonnes surprises au deuxième trimestre. Et puis, une consommation qui reste résiliente. L'endettement des ménages américains reste modéré. Et d'ailleurs, l'indice avancé de confiance des consommateurs est plutôt bon aux États-Unis. Alors, les risques, c'est que lorsqu'on a des hausses de taux très fortes comme ça a quand même un impact. Ça a un impact sur la liquidité. On le voit bien, nous, et on a pu en profiter sur les investissements secondaires, c'est-à-dire que les gens sont en recherche de liquidité, donc ils vendent avec des décotes des actifs. On a pu en profiter sur la solution de dette privée secondaire, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. On a une possibilité de crédit crunch, mais parce que les banques ne prêtent plus. Vous avez dû le voir, hein, on le voit hein, avec en Europe, enfin en tout cas sur l'immobilier, vous voyez bien qu'il y a une vraie tension sur le financement de l'immobilier. Il y a une défiance des prêteurs. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un marché où il n'y a plus uniquement les banques qui prêtent, donc on peut profiter, notamment à travers la dette privée, de ce marché-là. Puis les autres choses, on a quand même une guerre hein, qui reste quand même présente. On peut avoir encore des tensions sur le coût énergétique, notamment à l'hiver prochain, et potentiellement une aggravation des conflits. Et sur la Chine, on aura l'occasion peut-être de solliciter Jack Ye, je vais l'appeler comme ça, ce soir sur la Chine, hein, parce qu'il y a effectivement des tensions sur l'immobilier et puis il y a toujours ces tensions sino-américaines, même si Blinken est récemment était plutôt positif, mais enfin, ce n'était pas obligatoirement le discours des Chinois. Donc, il faudra, on verra ce soir, ça sera intéressant d'avoir la vision d'un local. Et puis, bon, des signes noirs, on peut en avoir à travers les attaques cyber que personne enfin, sait que c'est un risque et ça peut avoir un impact. Alors, je vais avancer parce que je vois l'heure tourner comme d'habitude trop. Sur le non coté, donc les marchés non cotés, je vais parler principalement du private equity et du capital risque. On a vu clairement, très fortement, un ralentissement des transactions très fortes. Pourquoi? Parce que déjà, au regard de la hausse des taux,
ben, vous avez notamment toutes les sociétés de tech, de capital risque qui sont réévaluées parce que quand vous avez des taux d'intérêt qui montent, ben, sur les entreprises à forte croissance sur le long terme, ben, on réévalue parce que ben, leur valeur n'est plus la même lorsque les taux sont à zéro, lorsque vous pouvez gagner de l'argent sans risque à 4%. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, les financements se font plus difficilement. Donc, clairement, le marché du private equity aussi, c'est-à-dire l'achat, l'acquisition avec un effet de levier, a très, très fortement diminué depuis la fin 2022 et les transactions se font très rares. Donc, on a une très forte baisse de l'activité de capital risque à l'entrée en termes de deal, mais également à la sortie, on voit que les introductions en bourse sont au point mort. Souvent, ça dure entre 2 et 3 ans, hein. C'est ce qu'on vous montre ici, c'est le volume des introductions, enfin le nombre d'introductions en bourse aux États-Unis. Et on voit qu'en 2022, ça a été très, très faible. Donc, les performances s'en ressentent sur les valorisations. Ce que vous voyez, c'est ici, c'est les indices Cambridge qui évaluent la performance que ce soit du private equity ou du capital risque, hein, venture capital, comme disent les Américains. Et ce qu'on voit, c'est que le private equity a un peu baissé sur un an, mais il montre quand même sa résilience, hein. On a toujours un décalage, mais on a baissé de moins de 5%, donc ça reste relativement modéré. Sur le capital risque, on est plutôt dans les alentours de moins 21% aux États-Unis, ce qui est très, très important. Et effectivement, la tech, on a vu qu'il y a eu des licenciements importants. Donc, on a vu d'ailleurs des fonds emblématiques qui ont vendu leur position avec des très fortes décotes. Je pense à Tiger et qui ont eu énormément de mal à trouver de la liquidité et à vendre leur portefeuille. Donc, il y a une vraie tension, il y a eu une vraie tension sur le capital risque. Alors, en termes de performance par rapport à notre sélection, donc vous savez qu'on a enclenché ces investissements non cotés Carmony en 2021. Ce qu'on voit, c'est que globalement, je vais commencer par Astanor, qui est donc le fonds d'agri-food tech spécialisé, donc le fonds à impact qui recherche à la fois une performance financière en investissant dans des entreprises innovantes qui vont permettre de résoudre le gros problème de la pollution de l'agriculture, hein, et de la pollution et puis de la problématique aussi de l'alimentation, de la famine, enfin voilà, du manque de nutriments pour la population. Donc à travers une agriculture durable et des processus qui permettraient de diminuer les effets néfastes de l'agriculture, hein, qui représente un acteur quand même important dans les effets les gaz à effet de serre. Donc, on voit que Astanor donc, est le deuxième millésime de leur fonds. Ils ont levé à peu près 250 millions. On est avec 28% seulement d'appelés, ce qui est plutôt une chose positive, hein. Vous vous rappelez que votre engagement, il est appelé au fur et à mesure que le fonds investit dans des entreprises, achète, rentre soit en minoritaire, soit pour le private equity en majoritaire, notamment pour Apax, en majoritaire dans des sociétés. Ils ont appelé seulement 28%, ce qui est positif, parce que ça veut dire qu'ils sont en position de force aujourd'hui pour acheter à bon compte. Le multiple aujourd'hui de leurs investissements déjà réalisés est de 0,83, donc il y a eu une baisse, hein, par rapport au coût d'investissement, ce qui est normal aussi au début du fonds. Donc on n'est pas plus inquiet que ça. Euh, Et ce qu'on voit, on vous a mis ici dans ce tableau la date anticipée de récupération du capital. Donc vous voyez ici 2029. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, on vous dit souvent, vous êtes engagé sur 10 ans ou voire 10 plus 2, parce que le fonds peut toujours prolonger après vote sur de 1 ou 2 ans. Mais il faut savoir que par l'effet des distributions des premières sorties des boîtes qu'ils vont rentrer, ben, en fait, vous avez ce qu'on appelle une courbe en J et en fait, vous allez recevoir des distributions à partir d'un certain moment. Pour Astanor, ça va être à partir de la 6e année
pour Apax aussi, voilà, sur Panthéon, ça va être plus rapide. Et donc, on a des dates anticipées de retour, de récupération de 100% du capital. Alors, ce n'est pas une garantie, mais c'est juste pour vous montrer que, en fait, le fonds, effectivement, il est attendu de durer jusqu'en 2032, mais normalement, on aura l'investissement que vous avez engagé, vous retrouverez cet investissement et donc on va pouvoir réutiliser cet investissement pour réinvestir, ce qui est tout à fait intéressant parce que vous avez un super effet boule de neige sur le private equity ou le capital risque. Donc, bien évidemment, cette première ligne, c'est la ligne la plus risquée, hein, puisque vous voyez le multiple cible, c'est de faire 340, enfin 3,4 fois la mise de votre engagement. Sur Apax, on a aujourd'hui un multiple de 0,92, donc il y a eu 35% à peu près des capitaux qui ont été appelés. Il y a eu là aussi un très fort ralentissement, hein, des transactions. Il faut savoir que dans l'univers du private equity, la médiane aujourd'hui pour ces millésimes, puisque Apax est un millésime 2021, c'est de l'ordre de 1,06 fois l'investissement. Donc on est en dessous, hein, on est au troisième quartile. Apax a été impacté par une de ses participations. Je vous rappelle qu'ils ont investi dans 7 entreprises. L'une des entreprises, c'est Mental Better. Et effectivement, il y a eu un confinement dur en 2022 aux Pays-Bas, qui a fait que la société aujourd'hui est en retard d'un an par rapport au plan. Donc il y a eu beaucoup de changements. Apax a changé beaucoup sur le management et ils ont voilà, il y a un retour à la normale depuis le début de l'année. Je les avais eus au téléphone, enfin en visio, et donc voilà. Donc encore une fois, c'est normal d'être dans la courbe en J, de ne pas avoir retrouvé une fois pour l'instant les investissements, et ils n'ont déployé que 35%. Sur Panthéon, ils ont appelé 46%, donc ils ont appelé un peu plus, c'est normal, c'est un fonds de co-investissement. Et on est avec un multiple de 1,15 fois, ce qui est très bon puisque la médiane est à 1,06, donc ils sont dans le deuxième quartile. Alors, la belle surprise, c'est le fonds de dette privée secondaire. Certains ont pu le faire, qui est un fonds qui appelle très vite, puisqu'on est avec 70% des engagements qui ont été appelés. Et sur ces 70%, on est déjà à 1,18 fois la mise, ce qui est excellent et ce qui le positionne en premier quartile. Pourquoi ça? Parce qu'on est sur ce qu'on appelle un fonds secondaire, c'est-à-dire un fonds qui achète sur le marché de l'occasion, si je puis dire, des portefeuilles de dette avec une décote. Et les décotes récentes ont été très fortes. Comme je vous le disais, les investisseurs ont été en recherche de liquidité. Et puis enfin, la dernière ligne, alors ce n'est pas un fonds, c'est notre activité de French Tech, hein, de notre volonté de vous faire participer à travers notre partenariat avec Caption sur des French Tech. On n'avait fait qu'une opération parce qu'on avait été plutôt prudent sur Blablacar. Donc, bien évidemment, tout a été appelé. Et là, on ressort sur Blablacar à 1,41 fois. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. L'autre élément sur lequel on a aussi beaucoup été assez actif, c'est sur les produits structurés, parce que dans une année 2022 où nous étions plutôt très voilà, prudents, on considère que les structurés, par leur protection, leur préservation du capital, c'est pas une garantie, mais par leur forte préservation, permet d'aller chercher du rendement et du rendement élevé. Enfin, en tout cas, nous, on fait des produits avec un couple rendement-risque très intéressant. Ce qu'on vous montre ici, c'est les différents millésimes qu'on a fait. Vous voyez qu'on a un taux de distribution très élevé, donc un taux de succès, hein, puisque pour la plupart, on est à hauteur de 100% des coupons distribués. Il y a un produit qui est le produit sur ThyssenKrupp, sur lequel, on le sait, on a du mal parce que ThyssenKrupp subit aussi, a subi les coûts énergétiques, la guerre en Ukraine plus fortement, elle est sur l'industrie, donc c'est clair que ça a été plus compliqué, et puis le ralentissement de la Chine aussi joue. On a un rendement cumulé qui est tout à fait intéressant, puisque en performance annuelle moyenne, on sort du 7,2%. Tous nos produits aujourd'hui, qui sont encore en vie, enfin à part celui de ThyssenKrupp, sont sur des conditions de coupon, des conditions de garantie. C'est-à-dire qu'elles ont aujourd'hui, de par le cours, du niveau de cours des différents sous-jacents, on est plutôt avec comment dire,
voilà, des situations plutôt intéressantes. Et vous voyez que sur les derniers produits structurés, on est avec des couples, enfin des coupons trimestriels de l'ordre de 3,41, 3,35, ce qui est assez significatif. Alors, on lance une dernière opération qui est le Carmonier Rendement 0723, à nouveau sur Air France. Alors, je tiens à préciser, parce que je sais que, et on est tout à fait en ligne avec ça, l'idée n'étant pas d'investir sur Air France, hein, on ne donne aucun capitaux sur Air France. Le produit structuré, je vous rappelle, il vous donne un certain niveau de rendement en fonction de l'évolution du cours. Donc, vous n'apportez pas de capitaux sous-jacents. On n'apporte pas de capitaux à Renault, à ThyssenKrupp, etc. On apporte des capitaux à la banque qui émet ce produit structuré et qui nous garantit un résultat en fonction d'un scénario. Donc, je reviendrai là-dessus. Alors, très rapidement, on travaille toujours sur les solutions qu'on avait mentionnées, hein. Donc, sur les marchés cotés, on reste positionné sur les actions. Sur le non coté, le structuré, on est probablement sur notre dernière opération de l'année parce que les conditions de marché ne nous permettent plus d'avoir des rendements aussi significatifs. Et puis, parce qu'on est plutôt assez positif sur le marché et que maintenant, le structuré, entre guillemets, devient cher. Donc, on a cette dernière opération dont je vais parler tout de suite. Le capital risque, c'était notre volonté de revenir sur le capital risque en dernière partie d'année parce qu'on pense que ça va rebondir. Clairement, il y a moins d'effet de levier sur le capital risque et on pense que voilà, le marché a fortement corrigé, donc ça sera intéressant. On pense qu'on est dans un creux. Sur la dette privée, c'est très intéressant. Même si il faut faire très attention parce qu'on peut s'attendre à ce que les taux de défaut augmentent. Donc, c'est tout notre rôle et c'est pour ça qu'on prend le temps de bien analyser les différentes stratégies et les différents fonds. Donc, on essaye toujours d'aller chercher, en étant pour parler avec des fonds de qualité institutionnelle pour vous chercher la meilleure solution en termes de couple rendement-risque. Hein. On préfère dégrader peut-être le rendement mais diminuer le risque si besoin. Donc, attendez-vous à ce que d'autres webinaires à partir de juillet soient mis en place sur ces différentes solutions. L'infrastructure, j'en parle depuis longtemps, ça fait partie aussi des fonds qu'on regarde parce qu'on reste convaincu que ce sont des actifs très intéressants alors qu'on parle de transition énergétique, on parle de digitalisation. Il faut toujours plus d'infrastructures et que les capitaux publics ne suffisent plus. Donc, il y a vraiment des choses à faire de manière très intéressante là-dessus. Voilà. Et donc, en termes de solutions, très rapidement, les deux solutions à court terme, avant notre webinaire que j'anticipe donc plutôt fin juillet, sur la dette privée certainement, c'est le produit structuré Carmonier Rendement 0723, donc qui est indexé sur Air France, qui a les mêmes mécanismes que le précédent. Donc, encore une fois, l'idée, nous, c'est pas de faire du produit pour faire du produit. On fait pas du produit structuré tout le temps. On le fait parce qu'on considère que les conditions de marché s'y prêtent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'actuellement, les conditions de marché s'y prêtent moins. On a eu la chance, ou en tout cas le flair, de pouvoir négocier ce produit au mois de mars. Ce qui a fait qu'on est rentré à des conditions, pardon, hop, excusez-moi. Ah, j'ai un petit souci. Voilà. À des conditions tout à fait attractives, ce qui nous a permis de finalement clôturer notre appel d'offres au mois de mars et de rentrer, d'avoir un produit qui vise un rendement annuel attendu de 10,6% net de frais, avec une distribution trimestrielle de coupons de l'ordre de 2,65% net. Ces coupons donc sont versés uniquement si Air France ne baisse pas de plus de 30% par rapport à un cours de référence. Et c'est là où on a eu un très bon timing, puisque on a, pu négocier ce qu'on appelle un best strike, c'est-à-dire que ce cours de référence sera le cours le plus bas entre le cours qui y était le cours du 7 mars, le cours du 28 avril et le cours de la date de lancement du produit qui est le 17 juillet. Il faut savoir que le 28 avril, le cours d'Air France était à 1,57 €. Si vous regardez le cours de bourse aujourd'hui, il est entre 1,77 € et 1,78 €. Donc, ça veut dire que notre cours de référence est significativement plus bas par rapport au cours actuel. Et donc, on peut imaginer
que si le cours, toute chose égale par ailleurs, si le cours reste stable, bah, on sera finalement non pas avec un moins 30, mais plutôt un moins 40, voire moins 45 sur la barrière de coupon. Donc, il faudra que l'action baisse de plus de 40% pour qu'on ne touche pas le coupon. Donc ça, c'est un point très intéressant. Et enfin, je vous rappelle l'idée de la garantie en capital, puisque au bout des 5 ans, si le produit persiste au bout des 5 ans, ben si l'action Air France a baissé de moins de 50%, vous retrouvez votre capital. Si elle a baissé de plus de 50% par rapport au cours de référence, on baisse d'autant que l'action. Donc, c'est très important d'avoir un cours très bas sur ces produits-là. Et ce qu'on vous montre ici, alors à l'époque, on l'a fait au moment où le cours était à 1,69 €, ben, il faudrait que l'action aille en dessous des 1,01 pour que on ne touche pas, notre coupon. Donc, pardon, 1,1 €, 1,1 €, pardon. Il y a une petite erreur sur ce slide. Et là, historiquement, il faut savoir que l'action Air France n'a jamais été en dessous de ce seuil-là depuis 85. Que la garantie à maturité qui est à moins 50%, ça signifierait que l'action Air France serait à 0,78. Ça n'a jamais été le cas. Et vous savez que ben, ces produits, effectivement, vous avez un engagement de 5 ans, mais qu'au bout d'un an, si l'action repasse au-dessus des 1,57 €, c'est-à-dire au-dessus du cours de référence, le produit est remboursé. Et il faut savoir que, bon, ben, donc si toutes choses égales par ailleurs, si on est toujours au même cours dans un an, ben, en fait, votre produit sera remboursé par anticipation par la banque parce que ça deviendra trop cher pour eux de continuer à vous verser du 2,65 tous les trimestres. Voilà, donc ça, c'est la première solution actuelle. L'enveloppe est assez limitée, donc si vous avez des capitaux à investir avec un couple rendement-risque intéressant, voilà, ça peut être une bonne solution de rendement, de revenus. Je rappelle l'intérêt aussi de le loger dans l'assurance vie parce que vous avez vraiment une fiscalité, on pourra vous expliquer si ce n'a pas déjà été fait, mais une fiscalité très attractive, hein, beaucoup plus attractive qu'un revenu locatif immobilier. L'autre élément, on a une super opportunité là avec nos amis de Caption aussi, c'est sur Blablacar. Alors, je voudrais faire un point sur Blablacar. Il y en a certains d'entre vous qui ont pu rentrer, donc on remercie toujours de votre confiance. Il faut savoir que Blablacar a une année 2022 extraordinaire. Blablacar, comme vous le savez, c'est cette plateforme qui met en relation les conducteurs et les passagers. En tout cas, c'est le business originel qui souhaite réaliser le même trajet. Et donc, Blablacar maintenant a 122 millions de membres qui sont répartis entre 22 pays. Donc, il faut bien avoir en tête que c'est une société mondiale aujourd'hui, que c'est plus une société franco-française, que leur modèle de rémunération, c'est une commission allant jusqu'à 30% sur chaque trajet opéré. Il y a eu 65 millions de trajets en 2022. Que Blablacar n'a cessé de se diversifier dans ses activités. Elle s'est diversifiée dans les activités de transport en bus, hein. Vous avez vu que, enfin, je ne sais pas si vous aviez vu, mais la SNCF avait lâché l'activité bus à Blablacar, que c'est une activité rentable depuis 2022. Et puis, plus récemment, qui a développé le covoiturage courte distance. C'est quoi le covoiturage courte distance? C'est tout simplement le covoiturage entre votre domicile et le travail. Et donc, c'est le service Blabla Daily. Qui continue à rechercher des diversifications, notamment sur la possibilité de mettre en place des services d'assurance aux conducteurs avec un coaching en matière voilà pour réduire le coût de l'assurance avec une application mobile. Que le chiffre d'affaires a été et la marge brute ont été multipliés par 2 entre 2021 et 2022. On est maintenant avec un EBITDA. Alors l'EBITDA, c'est le résultat avant impôt, avant la taxe et les amortissements de dette positifs sur le premier trimestre 2023 et qu'on s'attend à ce que l'année 2023 soit positive. Qu'on a
un contexte propice, hein. Bon, inutile de vous le souligner, vous voyez bien, on a vraiment une volonté de favoriser la mobilité à émissions de gaz à effet de serre réduits. Donc, le covoiturage fait partie clairement de ces solutions-là. Que l'inflation, ben, le coût d'une voiture, le coût de l'essence, ben, est un facteur, la hausse de ces coûts-là est un facteur clairement favorable au covoiturage. Et en plus de ça, vous avez l'État qui a initié un plan covoiturage très important pour 2023, hein, avec une volonté de multiplier par 3 le nombre d'utilisateurs. C'est simple, hein, ce plan, il est assez impressionnant puisque vous donne 100 € de prime pour toute inscription sur une plateforme de covoiturage. Que vous avez 100 € de prime pour le conducteur qui réalise plus de 3 trajets partagés sur une plateforme, que vous avez des 50 millions pour des collectivités qui incitent le covoiturage, hein, des incitations locales. Voilà, il y a un certain nombre comment dire, d'efforts de l'État pour justement inciter le covoiturage. L'autre élément de Blablacar, et non des moindres, c'est la dimension internationale. Maintenant, 80% de son usage se fait hors de France, avec des nouveaux marchés. Le Brésil, qu'elle a développé en 2022 et avec des résultats assez impressionnants. C'est le troisième marché maintenant de BlaBlaBus, et ça sera certainement le premier très bientôt. Il y a 12 millions d'utilisateurs. Ils ont eu une croissance de 72% sur le bus, hein, donc c'est une très très forte augmentation. Et ils ont la volonté de se développer en Inde également. Il y a un concurrent en Inde qui s'appelle Ola, qui est valorisé 7 milliards. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Blablacar est valorisé à 1,8 milliard. Donc, vous voyez, il y a de la marge de progression. Donc, l'opportunité qu'on a, et la concurrence reste relativement faible, clairement sur Blablacar, sur les différentes activités. Ils sont quasi monopole sur Blablacar, sur l'activité originelle. Sur le daily, le covoiturage, ils sont en monopole parce qu'ils ont racheté le seul concurrent en France qui était Klaxit. Et sur les bus, ils ont effectivement un gros concurrent qui est Flixbus et qui est valorisé à 2,6 milliards. Donc l'opportunité du Calab, hein, donc K pour Carmony, de ce laboratoire de French Tech, c'est toujours, on vous recommande d'investir de façon modérée, hein, sur ces sociétés-là. Ceux qui ont déjà investi, je dirais que l'opportunité est tellement intéressante sur une société qui est quand même relativement mature, pourrait considérer de remettre, de réinvestir. On regardera ça ensemble, hein. Mais l'idée, c'est que on a une opportunité. Je vous rappelle l'objet, hein. L'objet, c'est de profiter de la mise sur le marché par des salariés des salariés ou des ex-salariés de l'entreprise, qui veulent monétiser leurs actions, hein, pour un achat. C'est souvent des personnes jeunes, vraiment au début de leur carrière, qui veulent acheter voilà, des résidences, qui ont besoin de liquidités. Et donc, on a une possibilité, là, il y a une vente relativement forcée, puisqu'on a une possibilité de rentrer sur un cours qui valoriserait la boîte à 1 milliard d'euros, alors que l'on sait, sur la base du rapport annuel de VNV, qui est un des grands actionnaires de Blablacar, qui est un fonds suédois, un fonds de pension suédois, un fonds, pardon, pas fonds de pension, un fonds suédois qui est coté en bourse, et donc il y a un rapport annuel, sur son rapport de mars, qui valorisait Blablacar à 1,8 milliard. Donc, aujourd'hui, l'action, elle vaudrait 11,22 € sur la base de ce rapport annuel et de cette valorisation par VNB. On a la possibilité de rentrer à 6,30 € hors commission. À 6,30 €, je rappelle, hein, commission, c'est 6% sur la transaction, hein, c'est pas une commission annuelle, c'est sur la transaction, donc pour la rémunération à la fois de la plateforme et de Carmony, qui a 3% sur Carmony. Donc, on est sur des montants, bien évidemment, encore une fois, l'objectif, c'est pas que vous investissiez des centaines de milliers, hein, on est plutôt sur des dizaines de milliers d'euros, hein, en tout cas, c'est notre préconisation. Et donc, on rentrerait sur un cours décoté de l'ordre de 45%. Les scénarios de sortie, c'est quoi? L'avantage avec Blablacar, c'est que c'est une société mature qui a fait
plus d'une douzaine je crois qu'il y a 11 levées de fonds. Donc, la prochaine étape, c'est l'introduction en bourse, qui a été repoussée compte tenu du contexte actuel, mais c'est quelque chose qui a été répété relativement plusieurs fois. Alors les risques, parce qu'il y a toujours des risques, on a vu des tensions sur le nombre de chauffeurs pour les bus, hein, donc clairement un manque de personnel ou on pourrait avoir des tensions de hausse des salaires, hein, sur cette activité-là. Les risques, c'est un report de l'introduction en bourse parce qu'on n'a pas de visibilité, hein. On ne peut pas vous dire est-ce que ça va se faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Bien évidemment, on peut toujours organiser avec Caption une liquidité s'il y a réellement besoin, mais il faut savoir que vaut mieux attendre l'introduction en bourse parce que c'est là où on capitalisera le plus. Et puis enfin, la guerre commerciale qui peut effectivement, notamment avec Flix Mobility, qui est le plus gros concurrent en Europe, qui pourrait baisser les marges sur l'activité, notamment de Blablabus. Voilà. J'en ai terminé sur les 2 solutions. On parlera vraiment en juillet de la dette privée, je reviendrai là-dessus, mais effectivement, le marché est très intéressant. Pourquoi? Je vous rappelle que la dette privée, ce sont des fonds qui prêtent aux entreprises et en fait, ces prêts sont à taux variable. Donc, ça veut dire que globalement, quand vous avez des taux qui montent, il n'y a pas d'impact sur la dette privée, contrairement aux obligations et classiques. Et donc, aujourd'hui, on est avec des niveaux de rendement qui sont relativement élevés parce que l'Euribor a monté ou le Libor a monté, le taux interbancaire, mais également, on est dans un monde d'acheteurs parce que comme les banques prêtent moins, bah, il y a beaucoup de deal flow pour les fonds de dette privée. Alors, on va voir avec le ralentissement, c'est ce qu'on est en train de regarder avec le ralentissement du private equity, parce que c'est souvent de l'achat avec effet de levier. Donc, c'est souvent des fonds de dette privée qui interviennent sur la partie dette de la transaction. On va voir comment ça va se passer. Mais voilà, c'est assez intéressant. Donc, on a des niveaux de rendement assez, des TRI assez intéressants. Voilà. J'en ai terminé. Je ne sais pas si, je suis désolé parce que j'ai dépassé énormément. Je ne sais pas s'il y a des questions Oui, de votre oui, on côté. a, on a 2 questions. Il y en a une, je laisserai, te la poser, mais effectivement, on avait une question sur la partie en fait immobilière. Sur la location saisonnière, il nous a été demandé en fait de savoir en fait comment lutter dans le cadre d'une copropriété, puisqu'effectivement on a examiné d'un point de vue du propriétaire qui met en location, mais on peut effectivement se poser la question de savoir comment la copropriété peut lutter contre le développement en fait de ces locations en fait saisonnières qui génèrent assez souvent un certain nombre de perturbations et puis des frais pour justement par défaut ou négligence, on va dire, de ces locataires dans le cadre de leur occupation saisonnière. Alors, clairement, en fait, pour vous répondre, vous avez un volet qui est celui de la relation avec le propriétaire qui permet cette mise en location. Mais la protection, on va dire, ultime là-dessus, c'est de revenir en fait à ce que je disais tout à l'heure sur le règlement de copropriété, puisque la mise en place en fait d'une interdiction ou d'un encadrement dans le cadre du règlement de copropriété serait la meilleure des protections en fait pour un immeuble, puisque ça permettrait du coup à la copropriété de se retourner contre le propriétaire indélicat qui fait subir aux autres propriétaires en fait les allées et venues, voire même les dégradations par des locataires assez peu scrupuleux. Voilà. Donc d'abord le règlement de CoPro si c'est possible, mais encore faut-il parce que pour obtenir en fait une modification du règlement de CoPro, il faut vraiment arriver à réunir le quorum et ensuite la responsabilisation, la prise de responsabilisation du propriétaire qui, doit avoir autorisé en fait son locataire si c'est une sous-location ou deux, est responsable en fait des dégradations dans l'immeuble. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question. Alors moi, je ne l'ai pas vue, donc je te laisse me la poser. Je pensais qu'il nous la reposerait parce que je l'ai reçue
Je l'ai reçue par texto. Je vais essayer de la reproduire fidèlement. Vous m'excuserez, sinon je vous laisse vous en défendre. Donc, la question, c'était les modèles météorologues ne sont plus valables. Qu'en est-il de ceux des économistes? Je te laisse te débrouiller avec ça. Waouh! Alors, sincèrement, je vais répondre très, très, très basiquement. Les économistes se trompent assez régulièrement, donc je ne sais pas. Voilà, on voit que. Et puis, il y a les modèles long terme, il y a les modèles court terme. De quoi parle-t-on? En tout cas, aujourd'hui, clairement, je pense que personne n'a trouvé la panacée. Nous, sincèrement, ce qu'on essaye de faire, c'est de profiter d'opportunités à court terme qu'on peut voir. Alors, encore une fois, ce n'est pas une science exacte. De protéger aussi vos actifs, de faire nos objectifs sur le long terme, parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse. Maintenant, sur la partie économiste, modèle, je viens du monde de la statistique, de l'économétrie. Certes, il y a des modèles, certes, l'intelligence artificielle, de plus en plus. Ce que je peux vous dire, par contre, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on voit de moins en moins de gérants intuités personnels. C'est-à-dire qui ont des vraies convictions, qui ne gèrent pas avec des modèles. Voilà. La data a aussi inondé le marché de la gestion d'actifs. Et donc voilà. Donc, et d'ailleurs, dans les grandes maisons, c'est souvent le cas. Voilà, c'est peut-être ce qui explique aussi pourquoi les gérants ont autant de mal à battre les indices de marché. Donc, je dirais que, alors je ne sais plus c'est quoi la question exactement, mais globalement, est-ce qu'il y a un modèle économique auquel je crois? Non, je pense qu'il y a des investisseurs sur lesquels je pense qui sont vraiment, qui ont vraiment, voilà, euh, qui ont une approche très intéressante de croissance sur le long terme, et c'est ce qu'on essaye de faire, quoi. Euh, voilà, les grands investisseurs comme Warren Buffett font partie des gens qui ne se, voilà, qui ne se polluent pas avec les biais court terme et les bulles. Bon, Warren Buffett est très négatif sur les cryptos, par exemple. On verra ce que ça sera, mais il a raté pendant un moment le coche d'Apple. Donc voilà, je ne sais pas si vraiment il y a une réponse à cette question-là. Alors, j'ai pas eu de réaction en fait par SMS, donc En tout cas, j'imagine on voit que que les plus grands, enfin, les banquiers centraux se sont trompés. On peut le dire clairement. Et pourtant, on peut se dire qu'ils ont toutes les datas. Eux, ils ont vraiment toutes les données. Et ils se sont clairement trompés. Ils se sont clairement trompés en 2021 en répétant à maintes reprises que l'inflation était un phénomène temporaire. Ça, c'est le premier élément. Il faut espérer qu'ils ne se trompent pas avec des hausses de taux trop importantes. Hier, on était à une réunion avec Anna. On a pu assister à une intervention de Nicolas Sarkozy sur les dettes d'État. Et il avait raison sur un point, c'est que l'inflation est aussi une façon pour les États de corriger les dettes extravagantes qui ont été, enfin, qui ont significativement augmenté post-Covid. Donc lui parlait en tant que chef d'État, mais pour lui, c'est une hérésie de cibler un taux d'inflation de 2%. Je suis un peu de cet avis. C'est-à-dire que ce chiffre de 2% du taux d'inflation qui était le cas peut-être dans les années voilà, 2000 ou 2010, est-ce qu'aujourd'hui fait du sens alors qu'on est dans une transition énergétique, on est dans des environnements où on a besoin d'investir et on est sur une rareté des ressources. Donc aller chercher une inflation à 2, est-ce que c'est pas aussi tuer l'économie? Donc j'espère qu'ils s'arrêteront. Ils sont un peu en dessous de 4 maintenant. Donc voilà, ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, ils ne s'arc-boutent pas sur ce chiffre de 2%. Mais ça, bon, on verra. Il y a d'autres messages, non, je crois. j'ai l'impression.
l'investissement long terme est-il plus risqué que le Bitcoin ou moins risqué? Il faut vraiment qu'on ait ces échanges en direct. Non, le Bitcoin, c'est une conviction que ça subsistera, que ça et effectivement, il faut investir sur le long terme, ne pas, voilà, peut-être sur le long terme et sur cette catégorie d'actifs. Maintenant, pour revenir sur le Bitcoin, voilà, il faut savoir que l'année dernière, on a perdu 65 sur le Bitcoin. Donc il faut être prêt, en fait, à placer cet argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, c'est tout. Et nous, notre objectif et on est là pour ça, c'est pour vous dire ça, pour vous dire: «Oui, on peut vous aider à investir sur Bitcoin». Bon, mais on ne le fera pas avec des tailles, qui dépasseront, on est toujours dans une approche globale, d'allocation globale. Donc c'est très important pour nous de voilà, c'est comme un beau plat cuisiné, il faut mettre un petit peu de tout, mais il faut, voilà, bien équilibrer. Et comme je suis un très bon cuisinier, n'est-ce pas Anna? Tout à fait. Je peux en témoigner. Non, non, je suis plus j'espère mieux gérer l'argent que cuisiner, mais l'objectif, voilà, c'est ça, c'est tout. Bon, en tout cas, Ouais. merci beaucoup. On espère vous voir, nombreux ce soir. Ça va Ah être oui. sympa. Je vous dis, à Là, ça 16 y heures, il est, n'y a plus de pluie. c'est fini, là, ça y est, c'est Voilà, en il n'y a train de plus se de pluie à réduire. 16 C'était juste pour heures. vous garder derrière Voilà, l'écran. en plus, ça va rafraîchir l'atmosphère, c'est bien. Et on sera toujours dans un environnement très, très agréable au Salon Napoléon avec un petit patio. On vous attend pour une petite coupe. Et vraiment, on se fait un plaisir. C'est beaucoup moins, comment dire, formel que nos réunions annuelles, hein, sachez-le. On aura quand même la personne, le patron de Miniso qui nous fera certainement une intervention, mais relativement courte Courte. Ouais. courte et certainement avec, beaucoup de questions, en tout cas de ma part, sur la Chine et voilà. Donc merci à vous encore pour votre Merci attention. On vous beaucoup. embrasse et puis Et on se tout voit à ce l'heure. soir. 19h30. 19h30, c'est Voilà. ça. Merci. Au revoir. Au revoir.